Vous-même, en ce qui concerne votre expérience professionnelle, comment pensez-vous que vous pouvez vous appuyer par rapport aux propos d'un enfant? Avez-vous des doutes? Mettez-vous justement la parole de l'enfant comme un point central et un point sacré ou pas? Sur un plan sacré ou pas? Alors, la parole de l'enfant comme la parole de l'adulte, dès lors qu'il y a une plainte, il faut effectivement tenir compte de cette plainte et vérifier tous les éléments qui sont vérifiables. C'est pas parce qu'un enfant dit qu'automatiquement il a raison. C'est vrai que la parole d'un enfant très jeune qui vient décrire des faits très précis, notamment de nature sexuelle, forcément ça va interpeller beaucoup plus fortement parce qu'on va se dire il y a une partie des choses qu'il ne peut pas inventer. Après, il peut y avoir des choses qui sont induites, qu'on lui souffle, qu'on insinue dans son esprit, qui peuvent laisser penser à certains actes délictuels ou criminels. Je crois qu'encore une fois, il faut vraiment toujours examiner le contexte de la révélation des faits. C'est vrai qu'un enfant tout jeune, ça ne va pas s'apprécier de la même manière qu'un adolescent en pleine crise, en situation de conflit avec ses parents. Voilà, il faut vraiment examiner le contexte de révélation des faits, voir s'il y a des contradictions dans la parole de l'enfant. Alors il y a des choses qui peuvent s'expliquer justement par rapport à l'âge. Un enfant très jeune ne va pas avoir les mêmes repères spatio-temporels qu'un enfant un peu plus âgé. Donc tout ça, il faut le resituer. Il faut s'entourer effectivement de l'avis d'experts. Et puis surtout, il faut construire l'enquête. Il faut chercher dans le passé de la famille, par exemple, s'il y a une absence de repères, par exemple sur l'interdit de l'inceste. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'il faut rechercher et il ne faut pas sacraliser la parole de l'un ou de l'autre. Encore une fois, on voit aussi dans des histoires de conflits conjugaux des enfants qui sont instrumentalisés consciemment ou inconsciemment. Manipulé, oui, Alors manipulé. ça peut être le parent qui manipule consciemment et à ce moment-là, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir de nouveaux textes de loi. Un parent qui manipule un enfant, il peut être poursuivi sous les qualifications de dénonciation calomnieuse, de dénonciation de crime ou délit imaginaire. Donc il y a déjà des qualifications qui existent. Après, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est tout ce qui est insidieux. Ça va être le parent qui vit mal sa séparation, qui va critiquer devant l'enfant l'autre conjoint, et forcément l'enfant là va être dans un conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'il peut très bien s'entendre parfaitement avec sa mère, s'entendre parfaitement avec son père, mais en présence de sa mère, il ne peut pas s'autoriser à dire qu'il est bien avec son père aussi. Et inversement. Et donc là, on va avoir deux parents qui vont dire il est très bien chez moi et quand il part chez l'autre, il se met à pleurer. Ça correspondra à la réalité, mais à une partie de la réalité. Ça n'empêchera pas que l'enfant, lorsqu'il arrive chez son père, il soit parfaitement heureux d'être avec son père, de partager des moments privilégiés avec lui, et qu'il soit aussi triste de quitter son père pour rejoindre sa mère. Donc c'est là aussi que l'autorité judiciaire doit être en témoin neutre. Effectivement, chacun va avoir son ressenti et l'autorité judiciaire, il faut qu'elle essaie de rétablir l'équilibre et de trouver la vérité au milieu de tout ça. Alors, dans le cas d'un conflit de loyauté qui mène jusqu'à la rupture avec l'un des parents, donc d'après vous, il n'y aurait pas besoin d'une loi supplémentaire, ça peut se gérer, mais comment? Alors Puisque dans, là, on reproche toujours à la justice d'être trop long dans ces affaires, beaucoup trop long. alors, dans la pratique, ça se traite néanmoins, même s'il n'y a pas de texte spécifique. Je pense qu'il faut arrêter aussi de faire des textes pour tout. Il faut des textes qui soient suffisamment précis pour s'adapter et pour éviter l'insécurité juridique, mais qui soient aussi suffisamment larges pour s'adapter à toute une série de situations. Actuellement, on a effectivement le juge des enfants qui peut intervenir, le juge des affaires familiales qui peut intervenir. Alors, toute la difficulté, ça va être de détecter ce lien et cette influence que peut avoir un parent sur l'enfant. Mais une fois que c'est détecté, il y a les moyens de le traiter, y compris par une certaine contrainte. Ça peut arriver, par exemple, en tant que j'ai été substitut des mineurs, chargé des mineurs pendant un certain nombre d'années, lorsqu'il y avait un parent qui manipulait un enfant, parallèlement à un dossier d'assistance éducative, il pouvait y avoir aussi des poursuites pénales pour contraindre le parent à présenter l'enfant à l'autre conjoint, pour renouer des liens. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça peut être particulièrement violent et pour le parent concerné, mais surtout pour l'enfant. Mais après, c'est aussi avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues qu'il faut réussir à retravailler le tout pour que l'enfant puisse trouver son équilibre auprès de l'un et auprès de l'autre. Parce que, et ça ce sont les conventions internationales, l'intérêt de l'enfant, c'est aussi de garder des contacts avec les deux parents. Donc c'est en ce sens-là que l'autorité judiciaire doit travailler avec l'ensemble des professionnels. Est-ce que vous pensez que les professionnels sont assez formés aujourd'hui en France dans ces cas de figure?
Je pense que la difficulté, Et les magistrats, d'ailleurs. c'est le nombre de professionnels, puisque ne serait-ce que pour détecter ces situations d'emprise, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de travailleurs sociaux sur le terrain. On constate actuellement que les travailleurs sociaux ne peuvent pas faire leur travail de prévention comme ils le devraient dans beaucoup de secteurs. Ils vont là où on les appelle, mais il y a beaucoup de situations qui restent complètement inconnues parce qu'ils ne sont pas appelés dans ces familles et qu'ils n'ont pas le moyen de faire de la prévention systématique dans toutes les familles. Alors, puisque on parlait de violence finalement morale, puisque manipuler un enfant ou intervenir sur sa conscience est déjà une violence morale quelque part, est-ce qu'on pourrait pas assimiler aussi ces violences à la nouvelle loi sur les violences psychologiques ? Alors, ce texte, à l'origine, la proposition de loi, il y en avait une à l'Assemblée nationale et une au Sénat, visait spécifiquement les violences faites aux femmes, et effectivement, ça a été élargi à l'ensemble des violences, donc y compris sur des mineurs, les violences pouvant désormais être poursuivies quand elles sont, entre guillemets, uniquement psychologiques. Encore une fois, nous, on s'était opposé à ce texte parce que, dans les faits, il y avait beaucoup de juridictions qui condamnaient déjà pour des violences psychologiques parce que, en raison du contexte, lorsqu'elles étaient répétées, lorsqu'elles étaient particulièrement dures, mais c'est prendre le risque d'un certain nombre d'effets pervers. D'une part, c'est mettre au même niveau, alors je vais caricaturer parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais c'est mettre au même niveau l'homme qui frappe sa femme parce que il dit qu'elle n'a pas arrêté de l'insulter ou de le mépriser. Or, effectivement, il n'y a rien qui justifie qu'on porte des coups. Or, en élevant ces violences psychologiques au même niveau que les violences physiques, ça donne finalement une excuse de provocation au mari violent ou à la femme violente. Donc ça, c'est un des premiers effets pervers. Encore une fois, dans la pratique, ces violences psychologiques, ce harcèlement était réprimé lorsqu'ils étaient établis, mais c'est aussi tout le problème de la preuve. Les parlementaires, les parlementaires l'ont dit eux-mêmes lors des débats. C'est vrai qu'une gifle, dans la majeure partie des cas, ça laisse une trace, alors que des violences psychologiques, c'est beaucoup plus insidieux. Et puis, c'est très subjectif aussi. On le voit notamment déjà pour les poursuites pour harcèlement moral ou harcèlement sexuel au travail, parce que ce qui va être perçu par l'un comme un harcèlement peut être perçu, alors par exemple sur le harcèlement sexuel, une victime peut très bien ressentir une réflexion comme faisant partie d'un harcèlement sexuel, alors que de l'autre côté, ça va être une tentative de drague malheureuse et inadaptée, mais et je ne parle pas là forcément de la personne qui se plaint ou de la personne qui est poursuivie, mais même dans une composition de jugement, on voit des discordances très importantes dans l'appréciation qui peut être apportée à certains faits. C'est vrai qu'une victime qui va être fragilisée psychologiquement dans sa vie familiale, par exemple, va être d'autant plus fragile au travail. Donc la charge de la preuve est très difficile à rapporter en matière de violence psychologique et de harcèlement. Donc le risque, c'est aussi d'avoir des poursuites qui se traduisent par des classements sans suite, faute de preuves, qui seraient aussi pire que mieux, peut-être. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent des violences des femmes commises sur leurs maris, sur les hommes. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet relativement tabou. C'est vrai que nous, ça nous avait heurté aussi au moment de la proposition de loi sur les violences faites aux femmes, parce qu'autant on peut parler de violences conjugales, autant ça nous paraît très réducteur de parler des violences uniquement faites aux femmes. Alors le nombre de cas est sans doute beaucoup plus limité pour des questions de force physique assez évidentes, mais lorsque les hommes sont dans une soumission totale à leur compagne ou à leur épouse, il y a parfois des dossiers de violences caractérisés et voire très graves. J'ai souvenir de cas de cannibalisme avec un mari qui subissait depuis des années sans jamais rien dire, de coups répétés avec mêlés d'injures, coups avec des béquilles par une personne handicapée sur son conjoint qui lui était valide mais qui était dans la totale soumission. Et je pense que pour les hommes qui sont violents de ces victimes conjugales, c'est d'autant plus difficile d'en parler parce que on est dans un pays latin où l'homme se doit d'être viril et admettre, reconnaître qu'on est victime, d'ailleurs l'utilisation du mot reconnaître est assez symptomatique, dire qu'on est victime de sa femme, c'est faire aveu de faiblesse, et je pense que n'importe quel homme qui arriverait dans un commissariat ou dans une gendarmerie en disant je suis victime de violences conjugales, arriverait avec une certaine réticence en se disant que vont penser ces képis, en m'entendant dire ça, ils vont penser que je suis pas un vrai homme. Et donc c'est une difficulté, et je pense qu'il ne faut pas focaliser uniquement sur les violences faites aux femmes, il faut vraiment parler de violences conjugales, parce que sinon c'est interdire encore un peu plus aux hommes victimes d'en parler. Bien, vous remercie d'avoir abordé tous ces thèmes avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.